On va reprendre le cours de notre journée consacrée aux pratiques de l'art urbain, aux pratiques au pluriel. Après avoir évoqué le travail de l'artiste et ses différents réseaux de diffusion et ses interventions dans l'espace public, on va s'intéresser maintenant à la place du public en termes de médiation et de participation avec nos trois intervenants. Clémence Simon, qui est historienne de l'art et auteur de La ruée vers l'art, publié chez Arola. Arthur Bessot, qui est créateur de la série diffusée sur Instagram Démasqué et de la galerie Artégiste. Et un artiste qui se nomme Yann Bourman, franco-allemand, et qui justement est intervenu, nous parlera de ses différentes interventions avec le projet Dispatchwork, avec lequel il utilise notamment des petites briques qu'on connaît bien de construction. Donc pour commencer, l'art urbain permet, en fait, on l'a bien vu, de mettre en place une relation artistique qui est inédite, que seul l'espace public pouvait réellement accueillir. Il y a un dialogue, ça permet d'ouvrir un dialogue entre l'artiste et les passants. C'est vraiment la nouveauté que cet art contextuel a apporté. Et avec les réseaux sociaux, le retour des followers, on s'en rend compte, est désormais bien plus facile en fait à collecter que le retour des passants. Donc toutefois, ce qu'ils permettent est non négligeable puisqu'ils démocratisent en quelques clics aussi l'accès à l'art. Donc voilà, nous allons un petit peu balayer ces différents sujets et je laisse la parole à Clémence Simon qui va s'intéresser à l'interaction entre l'histoire de l'art et l'art urbain en termes de médiation, ou comment l'art urbain permet d'arrêter les passants dans leur course effrénée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, puisqu'il s'agit d'histoire de l'art et d'art urbain, j'aimerais commencer par enfoncer des portes ouvertes avec la définition de deux termes essentiels, à savoir le musée et la rue, qui sont objectivement deux lieux très différents, je ne vous apprends rien, tant dans leur terminologie que dans leur fonction originale, puisque l'un, le musée, est à proprement parler le temple des muses, si on s'arrête sur l'étymologie, tandis que la rue est un chemin bordé de maisons, de murailles, dans une ville ou un bourg. Donc dans un cas, on a un lieu qui s'apparente à un lieu de culte, qui est fermé, et dans l'autre, un emplacement géographique qui, pour le coup, est ouvert. Jusqu'ici, tout va bien. Au-delà de ces deux considérations, on a deux lieux qui répondent à une conception différente. Olivier en a parlé tout à l'heure, les musées, depuis notamment l'abstraction, sont formés en règle générale autour de la conception de white cube. Qu'est-ce que c'est le white cube ? En fait, c'est un lieu qui est fait pour limiter la distraction. Souvent, ces lieux sont payants et limités dans le temps, puisqu'on voit de plus en plus des prises de rendez-vous pour visiter certains lieux et fluidifier l'affluence. On s'y rend à dessein, alors que dans la rue, ça appartient à l'espace public, c'est un endroit de passage et de fait, on s'y attarde rarement. Leur premier point commun, c'est que ce sont deux lieux, par contre, qui s'inscrivent dans la ville. L'un comme temple de l'art et l'autre comme un substrat de l'art. L'architecture du musée, notamment, des rues, mais également, pour le coup, constitue un objet d'art bien souvent. Donc ce sont trois catégories, l'architecture, le musée et la rue, qui se répondent et sont parfois concurrentes. Alors, pour le coup, on va tester dans quel sens sont les flèches. C'est en bas. Voilà. Pour le coup, le premier visuel que je voulais vous faire voir, c'est le travail de ECB, qui est un artiste allemand de son petit nom Heinrich Beikirch. Vous me pardonnerez la prononciation discutable. Donc c'est une pièce qui est en Corée du Sud. C'est une peinture murale à l'aérosol et qui fait rien que 70 mètres de haut.
Donc c'est un portrait de pêcheur, et l'idée ici était éventuellement de faire concurrence à tous ces panneaux publicitaires hyper photoshopés. Et là, en fait, c'est la plus grande fresque d'Asie. Et cette fresque, ce qui est intéressant, c'est que l'artiste indique que l'art doit rivaliser avec l'architecture et la publicité et capter l'attention des passants. Je pense que là, c'est assez bien réussi. Mais c'est en soi assez important. Cette citation est assez majeure, en fait, dans le déroulement de mon propos, puisque c'est aussi un des enjeux du street art, c'est d'arrêter les gens dans leur course et de faire de la ville un décor qui est interactif et aussi un matériau de création. Toutefois, cette utilisation reste somme toute assez variable, ainsi que la réponse attendue par les citadins, puisque l'art urbain est très divers, et ça inclut autant des pratiques institutionnelles que des créations de l'ordre de l'illégalité. L'autre fait saillant, c'est que nombreuses sont les œuvres d'art urbain qui reprennent des pièces de l'histoire de l'art. Nous arrivons donc à notre propos central. Donc, elle s'inspire de l'histoire de l'art. Or, traditionnellement, que fait-on dans son apprentissage quand on est un artiste? On reprend les copains et les maîtres pour finalement s'inscrire dans cette tradition, et c'est ainsi qu'on fait, somme toute, son apprentissage. En tout cas, c'est une des manières de faire son apprentissage. Dans ce contexte, on peut éventuellement se demander si l'art urbain nous offrirait un musée à ciel ouvert. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la notion de musée, le musée est une construction. C'est un espace qu'on imagine à dessein, un parcours où les œuvres se répondent, suivent une logique qui est éventuellement chronologique ou thématique, et qu'il est difficile de l'appliquer de manière spontanée hors les murs. C'est souvent un type d'intention qui est le fait d'une volonté politique qui est tournée vers la mise en œuvre et la mise en valeur de l'art urbain via la construction d'un parcours, comme ici avec Rouen Impressionné ou éventuellement le boulevard Paris 13, qui a été initié par la galerie Itinérance en partenariat avec la mairie du 13e arrondissement de Paris depuis 2009. Alors voilà ce que ça peut donner vu du ciel. Et dans le cadre de ce parcours, on a notamment une œuvre d'un artiste qui s'appelle Okuda et qui reprend forcément l'une des œuvres les plus connues, la Joconde. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les habitants ont été consultés dans le choix du motif. Il a proposé plusieurs pièces et les gens ont répondu non, nous on veut notre Joconde chez nous. Ils voulaient pouvoir profiter de cette Joconde de 50 mètres de haut depuis leur cuisine ou leur salle de bain. Dans ce contexte, en fait, le rapport entre les pièces et l'espace a été pensé selon une muséographie particulière, ainsi que les conditions de réception, puisque ça tend vers une valorisation des espaces. Dans le cadre de Paris 13, la volonté était d'inscrire le quartier dans une dimension internationale, de le rendre plus attractif et de permettre en fait d'en faire un pôle d'attraction pour les touristes et éventuellement les personnes friandes d'art urbain. Ici, donc, ça peut s'assimiler à un musée à ciel ouvert puisque ça revient à une pratique qui est pensée, qui est régulée et qui est mise en valeur. C'est presque assimilable finalement au concept de jardin de sculpture, puisque on y allie la déambulation, le dialogue avec l'environnement, le dialogue avec l'art et les découvertes artistiques. Sauf que, à la différence du jardin de sculpture, c'est une pratique qui se veut accessible, puisque la plupart des jardins de sculpture, ou en tout cas tel que ça a été pensé au départ, c'était une pratique, somme toute, assez élitiste, qui était réservée aux proches, aux amis de la personne qui décidait de créer son jardin de sculpture. Sauf que ici, au-delà de la déambulation, le dialogue entre l'art et l'environnement peut aller bien plus loin, puisque là où la peinture et la sculpture peut éventuellement s'intéresser à la question de la citation de l'œuvre d'art
notamment reprendre donc des thématiques de Picasso, de Vinci ou autres. La force de l'art urbain, c'est de pouvoir non seulement utiliser cette citation, mais aussi de détourner l'environnement dans lequel il s'inscrit. Et dans ce contexte, d'entrer en interaction aussi, d'en faire un outil pour entrer en interaction avec le public. Puisque la ville va faire office de terreau sur lequel l'art urbain va pousser et ça va permettre de faire éclore un certain nombre de fleurs qui ont différentes propriétés. Donc ça peut être faire sourire, réenchanter le quotidien, mettre en perspective le passé, le présent, ou interroger sur des enjeux sociétaux. Ici, c'est le cas avec cette pièce de Julien de Casabianca qui fait partie du Outings Project. Là, ce qu'a décidé de faire l'artiste, donc il faut savoir que c'est un projet collaboratif. Donc il a mis en place cette initiative et les gens peuvent se l'approprier. Là, cette œuvre, donc elle est située à Jérusalem. Et c'est le combat de Jacob avec un ange qui est conservé au musée d'Israël à Jérusalem. Et son projet donc, a été lancé en 2014 et l'idée est de reprendre de célèbres toiles qu'il photographie et de les imprimer en grand format et de les coller en extérieur. Là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on est dans un contexte vraiment très particulier puisque c'est une œuvre qui est exposée à Jérusalem et qui est remise à l'extérieur également à Jérusalem. Et donc on se retrouve avec un combat qui est à la fois anachronique mais aussi très présent dans un certain nombre de questionnements, puisque ces gravats interagissent avec l'œuvre de l'artiste et ramènent à des combats qui sont bien plus contemporains, notamment dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et ça donne aussi de la couleur à un environnement qui est somme toute bien mal en point. Et donc il semble finalement à la fois, il surprend, mais il est également à sa place, puisqu'il répond à un contexte et il entre en jeu avec un contexte, un environnement particulier. Dans un registre peut-être plus souriant. Voilà. On est toujours dans la citation de l'histoire de l'art, mais c'est les pièces d'un artiste qui s'appelle Oko, qui s'amuse beaucoup avec le mobilier urbain, entre autres choses. Et là, pour le coup, je pense que quand on est sur le chemin du travail, c'est plutôt agréable de passer sur le passage piéton. Et autrement, bien entendu, l'œuvre de Banksy, qui là, pour le coup, était dans un tunnel qui appartenait à Eurotunnel à Londres et qui met en fait en lumière le traitement qu'on peut faire de l'art urbain, en tout cas par certaines municipalités, et qui rapproche la question de l'art urbain et de l'art rupestre. La question qui éventuellement peut se poser, c'est et si l'art rupestre avait été hors des cavernes, est-ce qu'on en aurait toujours la trace? Donc finalement, grâce à telle démarche, les villes se transforment dans un espace plastique inscrit dans une politique qui est à la fois une politique du regard et aussi une politique de la parole. C'est aussi intéressant puisque ça permet également d'apporter une dimension sociale, notamment dans la façon d'envisager la réception des œuvres. Certains artistes, d'ailleurs, utilisent leur art pour mettre en place ce dialogue avec le public et pour créer du lien et rendre l'art plus accessible. C'est notamment le cas avec quelqu'un comme JR, qui lui aussi met en place des projets collaboratifs. On pense notamment donc à Inside Out, qui est un projet qui a été lancé en mars 2011, où finalement c'est un projet d'art global, inspiré de ces collages de rue, et où chacun pouvait finalement partager son histoire, partager des photos et faire passer un message qui lui est propre.
C'est également l'occasion pour les gens de mettre en valeur leur communauté, leur quartier. Et ces actions ont été documentées et c'est finalement le jeu, on ne sait plus qui est l'artiste et qui est le public, puisque les frontières, dans ce cas, finissent par être, somme toute, très poreuses. L'autre jeu qu'il a mis en place il y a quelque temps, voilà, c'est avec notre cher Louvre. Là, l'idée, en fait, finalement, vous êtes face au résultat final, mais c'est de la triche. Ce qui se passe, c'est qu'il a donc complètement oblitéré la pyramide de verre qui a causé d'ailleurs un certain nombre de remous au moment de son annonce et de sa mise en place, pour redonner finalement au Louvre son visage originel. Donc ça a été fait, bien entendu, grâce à une photo qui a été appliquée sur la pyramide. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'œuvre ne se livre pas directement. Il faut tourner autour de la pyramide pour arriver à avoir la bonne perspective. S'il a fait ça, c'est clairement pas un hasard. Puisque maintenant, que fait-on quand on va voir une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'art urbain ou que ce soit une œuvre plus traditionnelle, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là, les gens, face à une œuvre, ne la regardent pas, ils se retournent, ils font un selfie. Pour beaucoup de personnes, en tout cas. Ou, s'ils ne se retournent pas, mettent leur téléphone entre eux et l'œuvre. Toujours est-il que l'œil n'a plus l'air de fonctionner chez un certain nombre de personnes, d'où peut-être des problèmes de rendez-vous chez les ophtalmos, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que il avait envie d'arrêter cette frénésie du selfie et de faire en sorte que les gens se parlent. Et donc c'est pour ça qu'il a proposé ce travail finalement de chasse au trésor pour découvrir la bonne perspective. Il avait envie que les gens regardent, tournent autour de l'œuvre et interagissent pour se dire non, plus à gauche, plus à droite, finalement rétablissent la communication et s'approprient l'œuvre de manière active et ne soient pas simplement à faire une sorte de collecte, de chasse au trésor, à épingler des papillons comme on pourrait le faire et de faire une collection, entre guillemets, d'œuvres qu'on a pu voir à travers son téléphone. Donc là, l'implication du public dans la recherche de l'angle fait en bonne partie l'œuvre d'art. Et donc le spectateur devient un interactant et selon un mode d'emploi qui est fourni par l'artiste, enfin en tout cas que le spectateur doit au final découvrir. Et JR maîtrise toujours la création, mais c'est au spectateur de trouver la recette à appliquer. Et ça c'est une volonté qui découle vraiment d'un changement dans la vision de la médiation qui a évolué dans le domaine de l'art urbain, mais aussi dans des créations exposées dans les musées, puisque depuis le début du XXe siècle, on fait appel de plus en plus au public. On peut notamment penser aux actions dadaïstes des années 1910 ou éventuellement les happenings dans les années 50, 60, jusqu'aux années 70 avec le développement des performances. Et dans cette évolution, finalement, le spectateur est passé du statut de consommateur d'art à celui d'acteur. Un statut, bien entendu, qui peut avoir différentes gradations et différentes implications qui vont, bien entendu, comme on a pu le voir, de l'interaction à la réappropriation, à finalement collaborer et recréer des œuvres d'art dans le cadre de projets collaboratifs. Et ce qu'il y a d'intéressant avec l'art urbain, c'est que de par sa construction hors du système, c'est un art qui a peut-être plus de liberté et qui est plus libre de bousculer certaines attentes et de faire preuve d'une certaine impertinence.
Ça peut être poussé à son paroxysme, puisque certains artistes tendent à se désolidariser de cette question de médiation à tout prix et de lien avec le public à tout prix, ou à se rebeller même contre les tentatives qui existent d'institutionnaliser l'art urbain. Ce que j'entends par là, c'est que déjà, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont inaccessibles de par leur conception. Elles sont ou simplement parce qu'elles sont dans des endroits cachés ou elles ont disparu. C'est notamment le cas avec cette pièce de Ernest Pignon Ernest, et je me suis trompée sur la date, qui ne date pas de 1998 mais de 1988, qui est une œuvre qui a été réalisée en papier. C'est des récupérations de papier journal du Monde, le journal Le Monde, qui ont été utilisés donc pour apposer cette œuvre en papier sur la chapelle San Severo à Naples. Donc là, c'était intéressant puisque la médiation a pu se faire en 2 temps. D'abord sur place, le temps qu'elle a pu exister, puisque la chapelle San Severo, il faut savoir que la crypte contient des machines anatomiques qui expliquent la circulation du sang. D'où le jeu intéressant avec la fonction de cette chapelle et aussi la couleur du mur qui rappelle le côté très sanguin. L'histoire de Naples, qui est une ville qui a quand même une réputation somme toute assez sulfureuse, ajoutée aux 2 personnages qui ont été cruellement décapités. Donc on a notre Goliath qui reprend les traits du peintre Le Caravage, mais aussi Pasolini, le cinéaste, qui sont 2 personnages à leur échelle très sulfureux et qui, tous les 2, ont connu un destin tragique. Donc il y avait vraiment, c'était dans le cadre du projet La peau des murs, il y avait vraiment un véritable dialogue entre la ville, l'histoire de la ville, le public et l'artiste. Et les artistes finalement, puisqu'il y a aussi ce lien avec Le Caravage et Pasolini. Et aussi, il y a la question donc, de la médiation, de la médiation dans un second temps, puisque cette œuvre, comme le land art en son temps et avec toutes les œuvres qui sont éphémères, n'est plus visible désormais qu'en photo. L'autre cas également, c'est où la médiation est rendue difficile, en tout cas in situ. On peut penser à une œuvre d'un artiste comme Zilda, avec l'Ange de la Mort, qui a été mis en place dans une friche qui est complètement délabrée, en périphérie de Rennes. Et l'ange de la Mort, en l'occurrence, porte très bien son nom et a été apposé dans le lieu idéal, puisqu'il faut savoir que Zilda, en posant cette œuvre en papier, a failli passer à travers du plancher. Et que des curieux ont également cherché à voir cette œuvre et eux aussi ont failli avoir bien des ennuis et finir aux urgences puisque le plancher est complètement incendié. Et donc l'Ange de la Mort a failli finalement être fidèle à sa réputation. Donc ce qui rend finalement la médiation somme toute assez compliquée, à moins de faire appel, bien entendu, comme on le disait, aux photos, réseaux sociaux, etc. Et il y a aussi des médiations qui sont rendues compliquées à dessein. C'est-à-dire qu'on peut penser notamment à un projet comme Lascaux qui se trouve au Palais de Tokyo, qui a été mis en place en 2012, où en fait finalement le Palais de Tokyo propose à des artistes d'art urbain de venir utiliser les espaces interstitiels type escalier, couloirs, passages, etc. pour proposer leur art. Le problème étant que le Palais de Tokyo est payant. Donc, les artistes finalement s'insèrent dans une institution, mais ça limite quand même l'accessibilité de leur œuvre
en faisant payer finalement la visite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet dans le projet, c'est-à-dire que certains artistes ont fait le choix de venir intervenir à Lascaux pour pouvoir en fait, se proposer leur travail dans un autre lieu du Palais de Tokyo qui s'appelle la Trappe, qui est finalement un conduit d'aération. Et dans ce conduit d'aération, les visiteurs ne sont pas acceptés. Et des artistes comme Futura 2000 n'ont accepté le projet de Lascaux que pour pouvoir venir faire leur intervention dans la Trappe. Finalement, ce que ça dit, c'est que là, en venant intervenir dans la Trappe, ça leur permet de se réapproprier leur travail, se rebeller finalement un petit peu contre cette institution et permettre de contrôler la diffusion de leur travail, puisque vu qu'elle est simplement inaccessible aux visiteurs, ils peuvent diffuser leurs pièces par Internet et finalement reprendre le contrôle de cette médiation et sortir de l'institution qui, là, pour le coup, n'était que l'apanage de quelques-uns. Et donc là, ça permet de proposer une médiation qui est finalement plus démocratique et plus globale. Et voilà. Merci Clémence. Mais bon, il y a toujours une part d'invisibilité et d'éphémère que l'art urbain a choisi. Tout à fait. Donc la Trappe, si elle n'est pas visible, c'est peut-être pas si mal. Non, bien sûr, mais je trouvais vraiment... Ça, il y a un côté un peu poétique. Bon, je trouvais cette confrontation intéressante. On va enchaîner parce qu'on a pris du retard. Justement, parler de l'importance des réseaux sociaux. Donc, c'est l'un des credos d'Arthur Bessot qui justement s'est particulièrement intéressé et partie prenante sur le fait que Instagram permet de rendre l'art accessible. Et grâce à son expérience agile des réseaux sociaux, il va nous raconter. Absolument, merci. Alors oui, moi je vais poursuivre la réflexion d'Élodie sur les impacts des réseaux sociaux sur l'art, et en particulier, donc moi je vais m'intéresser à la partie réception par le public, l'accessibilité que ça implique, et finalement qui dit public, dit acteur, institution derrière qui propose quelque chose à ce public. Et donc ça me semblait intéressant aussi de voir comment ça modifie aussi leur façon à eux de proposer l'accès à l'art. Voilà. Alors, je vais vous parler pas mal, comme tu l'as dit, de mon expérience personnelle, puisque vers le bas, bien sûr, puisque voilà, ça, en gros, c'est moi il y a 3 ans, ou en tout cas, c'est à peu près comme ça, je pense, que ma pauvre mère a perçu ce que je faisais quand j'ai quitté mon job en tant que où j'étais DIRCOM dans une start-up de l'intelligence artificielle pour rien à voir, lancer une chaîne YouTube, un compte Instagram sur le street art, Arthur Vlog Street Art, voilà. Et déjà à l'époque, moi mon objectif, c'était de me dire bon bah voilà, comment est-ce qu'on utilise les façons de faire modernes qui existent en fait dans toute une série de secteurs, hein, les blogueurs, il y en a partout, pour tout, sauf peut-être très peu autour de l'art, et en particulier l'art urbain. Et donc bah voilà, j'avais envie de me lancer dans cette aventure et de rendre l'art urbain accessible en utilisant ces nouvelles façons de faire. Donc ça s'est bien développé, et c'est un peu cette aventure là que je veux vous raconter, et le témoignage de ce qu'il y a derrière. Alors d'abord, ce à quoi je voulais m'intéresser, c'est évidemment Instagram. Pour moi, c'est un vecteur, Instagram et les réseaux sociaux, le digital en général, c'est un vecteur très intéressant dans l'accessibilité de l'art au public. Pourquoi ? Alors déjà en termes de diversité et de globalité. J'ai pris comme exemple à gauche Subway Art. Subway Art, c'est un peu la référence pour, dans les années 80, même 90 d'ailleurs, autour du graffiti. C'était
un petit peu l'Instagram de l'époque du graffiti, dans le sens où si vous souhaitiez avoir en tant que public, ou même en tant qu'artiste surtout, de l'inspiration et de découvrir le graffiti, c'était une des principales sources pour le découvrir. Évidemment, le problème de ça, c'est que c'est assez limité, et pendant assez longtemps, il y a eu ce support qui concentrait un petit peu toutes les sources de connaissances et d'inspiration autour du graffiti, alors qu'aujourd'hui, si vous regardez, j'ai tapé pour le hashtag graffiti, et si vous voyez un petit peu combien il y a de posts autour du graffiti, il y en a 45 millions, donc évidemment c'est énorme, et donc voilà, ça a permis d'étendre le champ des possibles en termes de diversité et en termes de globalité. Et donc ça, évidemment, quand on est public, et même d'ailleurs quand on est artiste, pour se former, pour apprendre, etc., ça permet d'aller tout de suite beaucoup plus vite, beaucoup plus haut dans son apprentissage et dans sa découverte, tout simplement, de ces milieux-là. Il y a aussi un autre aspect qui est super intéressant, je trouve, autour des réseaux sociaux, autour du digital, c'est l'aspect découverte. Il y a une sorte de sérendipité culturelle qui vraiment s'est accélérée grâce en fait aux algorithmes d'Instagram. Donc la sérendipité, c'est le fait de pouvoir tomber, d'avoir des heureuses découvertes un peu au hasard au fur et à mesure qu'on avance. Et en fait, les algos d'Instagram et de YouTube ont été pensés vraiment pour ça, pour, à partir de vos sources d'intérêt que vous déclarez en suivant des comptes, en likant des comptes, etc., en consommant de l'information, il va reconnaître tout ça, il va le mettre dans ses algorithmes, mais en fait, il va faire un travail de curation, finalement, comme un véritable curateur de musées, de galeries, etc. Sauf que le curateur, il est ultra personnalisé en fonction de ce qu'il a individualisé comme étant vos goûts. En plus, il va s'améliorer avec le temps, c'est-à-dire que plus vous consommez, plus vous allez dans telle et telle direction. Moi je m'intéresse plutôt au graffiti, je m'intéresse plutôt au street art, il va le comprendre et il va continuer à vous proposer ça et à vous faire découvrir toujours plus. Voilà. Donc je vous ai mis, si vous regardez à gauche, Instagram vous permet toujours de découvrir de nouveaux comptes. Donc ça c'est hyper intéressant. Moi j'ai découvert tout plein de comptes, d'artistes, de musées, de tout ce que vous voulez autour de mes intérêts, et je continue d'en découvrir, donc ça c'est vraiment quelque chose de super. Et YouTube aussi, quand vous commencez à vous abonner à des chaînes, va vous permettre de poursuivre cette découverte. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant quand on est public pour ouvrir ses chakras et découvrir de plus en plus l'art. Alors, il y a un autre aspect qui est très intéressant en termes d'accessibilité à l'art quand on est public. C'est une question aussi de proximité et de décomplexion par rapport à l'art. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'art, j'étais un peu complexé parce que comment est-ce qu'on découvre l'art ? Il faut aller en musée, il faut aller en galerie. Souvent, la galerie, quand on entre, on a un peu peur. Et puis le musée, il faut le connaître. Donc, voilà. Or, ce qui est vraiment très intéressant avec Instagram en particulier, c'est que on se rend compte que les artistes, ils sortent un petit peu de leur piédestal. Ils sont comme vous et moi. Et ça nous rapproche. Ça nous rapproche tous autant qu'on est. Si vous êtes sur Instagram, vous allez suivre les stories des artistes. Vous rentrez vraiment dans leur intimité, finalement. Là, j'ai mis quelques exemples d'artistes avec qui j'ai bossé et qui postent. Vous avez notamment Nasty qui va aller poster sa vie personnelle. Et vraiment, on a tout le spectre. On a le spectre de la vie personnelle jusqu'à quelque chose de beaucoup plus professionnel, avec par exemple Alex One, qui est un autre artiste qui va poster son travail de réalisation de lithographie, ou encore Arnaud Liard, tout à droite, qui va juste poster ses réalisations, et d'ailleurs même aller jusqu'à les vendre. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant aussi
parce que parmi les publics, il y a aussi les publics d'acheteurs, de collectionneurs, de savoir qu'on peut rentrer dans la collection et dans l'achat finalement directement par un canal digital avant peut-être d'aller à une stade supérieure qui est de rentrer en galerie, d'oser rentrer en galerie, etc. Moi, mes premiers achats, je les ai faits en digital, et il y a d'ailleurs, dans mon activité, mon but, c'est de rendre accessible l'art urbain via les contenus vidéo, via les contenus Instagram, etc. Mais il y a un autre pan que j'ai rajouté à ça, qui est le rendre ajouté évidemment via du physique. L'art, c'est avant tout physique. Et donc, j'ai décidé d'éditer des œuvres d'art en édition limitée. Et ça permet, même quand on n'a pas beaucoup de budget, comme quelqu'un comme moi, de se procurer des œuvres de grands artistes à des budgets assez réduits. Et le digital, c'est quelque chose qui a accéléré ce phénomène d'accès à l'art par les publics. Voilà. Alors, évidemment, tout ça, ça n'arrive pas sans contrepartie, puisque qui dit énorme quantité dit risque d'un fourre-tout et risque de problème de légitimité. Je vous ai juste pris l'exemple à gauche de street art, du hashtag street art, si vous voulez aller découvrir le street art. Qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'en fait, parmi les photos qui sont censées être les photos les plus récentes de street art, en fait, il n'y a pas de street art. Hein. Il y a du graffiti, il y a du sticker, et il y a des trucs, je ne sais même pas ce que c'est, mais voilà. Donc ça, c'est un des aspects forcément négatifs que ça importe, cet accès, un peu ces vannes qui sont ouvertes. C'est que la curation, qui reste hyper importante de la part des acteurs historiques de l'art, elle n'existe pas forcément sur ces médias-là. Et un autre aspect que j'ai voulu mettre en avant, c'est le problème des questions de légitimité. Vous, aujourd'hui, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, la légitimité, elle intervient beaucoup par l'angle des abonnés, par l'angle de la communauté, alors que quand vous regardez, j'ai pris l'exemple des musées de salut, je suis désolé, de Nancy, qui ont une petite communauté, une galerie qui a une un peu plus grosse communauté, et moi qui derrière ai une communauté bien plus importante. Or, est-ce que ça veut dire que j'ai plus de légitimité que ces acteurs-là à parler d'art urbain? Pas forcément, et même pas du tout en fait. On a des gens comme des musées qui ont des accès à des universitaires, qui ont des budgets bien plus importants que les miens, qui ont des ressources bien plus importantes que les miennes. La Spirstra Galerie, j'en parle même pas, c'est des gens qui sont dans le domaine de l'art urbain depuis des dizaines d'années. Bref, le problème c'est ça, c'est une question de légitimité que ça vient poser. Et c'est non seulement une légitimité aux yeux de aux yeux des publics, mais peut-être encore plus grave, une légitimité aux yeux des algos, puisque en fait, le fait d'avoir une communauté importante, le fait d'avoir du coup plus d'interaction sur ce que vous faites, plus d'engagement, etc., ça va dire à Instagram, ah oui, toi, ton compte, il est plus pertinent que le compte des musées Beaux-Arts de Nancy. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contenus que ces acteurs-là qui sont un peu dépréciés par l'algorithme d'Instagram, ces contenus ils vont être beaucoup moins poussés. Ils vont parfois même être rendus invisibles en fait auprès des publics. Et c'est ça bien le grand problème d'Instagram, c'est la question de la visibilité ou l'absence de visibilité de vos contenus. Et le problème de parfois, vous avez beau créer des contenus qui sont magnifiques, si l'algorithme décide tout d'un coup, et d'ailleurs ça m'arrive aussi parfois, que il va pas le pousser, et c'est un coup d'épée dans l'eau, et ce que vous avez fait, ça sert à rien, et c'est hyper frustrant. Et donc il y a plein comme ça d'acteurs d'acteurs historiques qui cherchent à utiliser ces moyens pour apporter l'art à différents publics, qui sont un peu frustrés, et c'est bien normal. Un autre aspect négatif, c'est évidemment la course au like, qui est pas vraiment quelque chose de positif et qui va même être assez néfaste, à la fois pour les acteurs qui cherchent à apporter l'art au public, mais aussi pour les publics eux-mêmes. Puisque souvent on va avoir tendance, quand on est artiste, acteur, à privilégier les effets waouh.
Course au gigantisme, à défaut souvent de la mise en contexte et de la mise en situation dont parlait Olivier Land tout à l'heure. Et donc ça crée quoi? Ça crée une uniformisation, ça crée le fait que quand on est public, on voit seulement une certaine forme d'art qui est un peu l'art le plus facile. J'ai discuté beaucoup avec des artistes qui me disent, bah voilà, sur Instagram, quand on fait de l'abstrait, c'est beaucoup plus difficile d'être mis en avant, d'être visible que quand on fait du figuratif. Quand on fait du pop art un peu facile, un peu bling, bah c'est pareil, on va être beaucoup plus mis en avant parce que c'est de prime abord plus simple. Quand on est artiste et qu'on veut parler, quand on va avoir des sujets un peu plus compliqués, et à contrario, quand je me mets d'un point de vue du public, que je vais rechercher sur ces médias-là des contenus un peu plus poussés, un peu plus recherchés, un peu plus de fond, et ben ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc ça clairement, c'est un aspect un petit peu négatif qu'il faut avoir en tête quand on est aussi un acteur du monde de l'art et qu'on veut s'adresser au public. Dernière petite réflexion de ce point de vue-là, vous avez sûrement dû entendre parler du fait que notre niveau d'attention a énormément baissé et qu'on aurait, c'est pas moi qui le dis, c'est des études, on aurait un temps d'attention inférieur aujourd'hui à celui d'un poisson rouge. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique en tant que public, on va avoir plus de mal encore une fois, à consommer des choses au long cours. Et quand on a envie de construire des contenus pour le public, typiquement comme moi, qui vais réaliser des vidéos où je vais suivre sur le long cours des artistes, des vidéos qui vont durer 10, 12 minutes, parfois plus, ou quand on est musée, quand on est galerie, voilà, on veut avoir une réflexion long cours sur l'art, et le public il va avoir tendance derrière à vouloir seulement égratigner la surface, avoir des contenus de type snacking qui se consomment en 10-15 secondes. Voilà, donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour créer des contenus qui malgré tout sont écoutés. Est-ce qu'on abandonne les contenus de fond? Est-ce qu'on fait que du snacking? Moi, ma perception là-dessus, c'est que non, bien sûr, mais je vais en parler un petit peu après. Mais voilà, il faut en tout cas avoir ça en tête pour, malgré tout, avoir les deux aspects en tête. Et enfin, la dernière aspect, c'est ce qui s'appelle la filter bubble. Je parlais de l'aspect très intéressant de découverte des algorithmes d'Instagram. Mais il y a un bémol à ça, c'est que la découverte, elle s'effectue dans le cadre de ce que vous avez déclaré par vos actions en tant que ce que vous aimez. Et du coup, vous allez continuer à chercher par effet de proximité, de capillarité. Mais du coup, ça peut avoir tendance à rester assez proche. Si jamais vous voulez sortir de votre filter bubble et aller très loin, j'en sais rien, moi, m'intéresser plus à l'art classique, ou même d'ailleurs, moi qui suis très, par mes actions au quotidien sur Instagram, autour de l'art urbain, street art, graffiti, je veux passer sur l'art contemporain un peu plus large, ça va être un peu plus dur pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que ces réseaux vont me proposer. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la maîtrise des réseaux sociaux est de plus en plus compliquée pour tous ces acteurs qui veulent qui veulent apporter l'art au public, et d'autant plus qu'en plus tous ces leviers, ils ont tendance à évoluer hyper vite. C'est-à-dire que dès qu'on commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, déjà les leviers ils ont changé, déjà les supports ils ont changé. Je vous ai mis ça parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà Facebook, c'est déjà quasiment has-been et que c'est déjà quasiment, plus grand-chose qui s'y passe. Alors qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient misé là-dessus, justement pour développer un lien avec leur public. Et voilà. Aujourd'hui, vraiment, la référence pour parler d'art, que ce soit et parler d'art à son public, c'est vraiment Instagram. Mais même Instagram, on va dire que c'est un homme ou une femme assez mature qui commence déjà un petit peu à décliner. Et il y a des petits jeunes qui sont en train de pousser au portillon et qui sont en train déjà encore de rebattre les cartes. Est-ce que vous savez qui est ce jeune garçon-là qui pousse au portillon? Qu'est-ce que c'est que ce logo et qu'est-ce que c'est que ce nouveau réseau social? Qui le connaît? Levez la main.
Quand même, c'est pas mal, bravo. Ouais, bravo, c'est bien. Donc c'est TikTok. TikTok, c'est ce réseau social qui a été vachement révélé cet été, notamment avec le confinement, et qui est encore en train de modifier les façons dont on crée des contenus, avec des façons encore plus, je parlais de snacking, de communication encore plus snackable, on est encore plus dans la représentation, dans le moi, enfin voilà, ça complique encore les choses. Moi-même d'ailleurs j'en parle, je suis en train d'essayer de craquer un peu le modèle, j'y suis pas encore du tout. Mais bon, voilà, il faut avoir ça en tête. Et voilà. Et tout ce que je veux dire, c'est que ça remet sans cesse en cause la façon dont on va parler au public. Et ça, clairement, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, qu'est-ce que ça implique tout ça? Ça implique que si on veut parler au public, quand on est un acteur de l'art, évidemment ces acteurs de l'art, donc je parle des musées, des galeries, des curateurs, des acteurs comme Art en Ville, ils restent totalement essentiels puisque c'est eux qui possèdent savoir-faire, expertise, etc. Mais il faut qu'ils se réinventent, il faut qu'ils apprennent à travailler aussi autrement, en tout cas sur ces médias. Et moi, j'ai envie de donner quelques pistes de ce point de vue-là. Donc, clairement, il y a un véritable enjeu, on l'a vu dans les aspects un peu négatifs, il y a un enjeu de savoir comment on traite ces flux de données et comment on construit ces flux des contenus vraiment qui sont pertinents. Il y a aujourd'hui donc ces acteurs-là, les musées, curateurs, galeries, chercheurs, ils ont tendance un petit peu à être dépassés. Donc il y a deux solutions qui s'offrent à eux, qui sont intéressantes. Il y a évidemment la formation, le fait de, malgré tout, comprendre, s'approprier en interne, ça c'est super important, ces nouvelles thématiques, et ils le font, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est ce changement sans cesse nouveau. Et donc, ce qui est possible aussi de venir les aider, c'est l'intégration de nouveaux acteurs dans cet écosystème, des acteurs qui sont complémentaires, des acteurs qui viennent pas forcément n'ont pas forcément une expertise clé artistique, mais plutôt une expertise clé dans justement le passage, la transmission et la compréhension du digital et des codes qui leur sont attachés. Et donc, on m'a demandé de finir aussi par vous donner des exemples de comment un petit peu moi j'ai fait pour tout simplement ne pas forcément trop transiger entre mon envie qui était de créer quand même des contenus de fond pertinents, un peu recherchés autour de l'art, mais tout en ayant en tête ce que j'ai mentionné tout à l'heure autour des nouvelles difficultés de l'art. Et en fait, donc une des clés pour moi, c'est déjà de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà quand on est un acteur de l'art, de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà, et pas forcément d'ailleurs dans les mêmes secteurs. Ça peut être n'importe quel secteur, mais en tout cas, regardez ce que vous consommez d'un point de vue digital, regardez comment ils font pour attirer votre attention et répliquez-le. Moi, j'ai fait ça en m'inspirant. Il y a des galeries qui m'ont notamment demandé de parler de leurs artistes et de parler de leurs expositions. Voilà, quand on veut parler d'une exposition, quand on veut parler au public d'une exposition, ça peut être un peu chiant de juste montrer voilà, une expo comme ça et de se balader dedans. Voilà, ça manque un peu de rythme. Et donc, je me suis inspiré de Konbini, qui est un média assez jeune, qui a réinventé un peu aussi la façon de faire les interviews, en faisant des interviews hyper tendues, qui posent des questions à double entrée, A ou B, aux artistes. Et ça a vachement marché. Et voilà. Et ça permet de réinventer un petit peu cette façon tout simplement de créer des contenus autour de l'art. Une autre clé pour moi, c'est de raconter une histoire. Dans la même veine d'une galerie qui m'a demandé de venir les accompagner, de les aider à parler d'une de leurs expositions. Donc ça, c'est une exposition de Philippe Erard, que vous connaissez peut-être, qui est un artiste urbain que j'aime beaucoup, qui intervient dans l'espace urbain, qui a ses personnages comme ça assez étonnants. Et lui, il a fait pendant le confinement, chaque jour, il travaillait sur une œuvre qui racontait un peu sa perception du confinement. Et toutes ces œuvres, elles ont été réunies dans une exposition à Florence, à la Bis Galerie.
Et ils m'ont demandé de venir parler de cette exposition. Et en fait, je pense que le plus important derrière, et ce que j'ai tenté de réaliser, c'était de raconter une histoire, finalement. Raconter une histoire qui était moins ou tout autant autour de l'exposition elle-même que finalement sur toute l'aventure de Philippe Erard, dans ce nouvel écrin. Philippe Erard, c'est un artiste urbain, donc il est allé poser des collages dans les rues de Florence. Voilà, donc c'est tout ça que j'ai raconté et qui a permis, en fait, quand on est arrivé finalement au moment de présenter l'exposition elle-même, c'est comme si on était un peu au milieu ou à la fin de l'histoire, et avec l'attention des publics qui étaient déjà normalement là, puisqu'on parlait de la ville, puisqu'on parlait des pérégrinations de Philippe dans la ville, et on a pu parler de quelque chose d'un peu plus sérieux, qui était donc l'exposition elle-même et la galerie. Et puis évidemment, tout ça c'est très important. Parce qu'on met l'humain au centre. Et ça, je pense que dans toutes ces nouvelles façons de parler d'art, on parle c'est important de parler de l'art, de la production artistique, mais de ceux qui sont derrière cette production artistique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les réseaux sociaux ont mis en exergue, parfois beaucoup trop, hein, le règne de l'ego, etc. Mais on peut se l'approprier, on peut créer quelque chose d'intéressant autour de ça, plus en faire un règne de l'ego de moi, mais de surfer là-dessus et de mettre en avant aussi l'artiste, tout autant finalement que ses réalisations artistiques. Et puis, pour terminer, parce que quand même j'ai pris pas mal de temps, dernière chose, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre aussi que quand on veut s'approprier les réseaux sociaux, les médias digitaux, il y a plein de formats qui existent, il y a plein de façons de venir les exploiter, et qu'en fait, chacun des formats va aussi répondre à des besoins et à des moments différents de la part des publics. Hein, on est tous, quand on consomme sur ces réseaux-là, on a plus ou moins de disponibilité, on a plus ou moins d'envie, et en fait, ces différents canaux-là, par exemple, quand on va faire sur Instagram, on va faire des stories qui sont des choses ultra courtes de 15 secondes, et ben, ça ne va pas répondre aux mêmes besoins que quand je me mets tranquillement devant mon ordinateur et que je regarde YouTube parce que j'ai du temps devant moi et j'ai 10 minutes à consacrer. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre cette matrice de comment je réalise des contenus qui sont pertinents un peu à tous les moments pour les différentes audiences. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Non, j'en ai juste terminé, mais je voulais juste, je ne sais pas si cette presse est disponible, mais juste vous montrer quelques autres comptes que je trouve hyper intéressants, que je vous incite fortement à aller suivre, qui parlent d'art de différentes manières, de plein de manières hyper intéressantes. Donc allez les voir, allez les suivre. Voilà, ils ont tous des manières hyper novatrices et fun de parler d'art. Donc c'est ces gens-là sur Instagram, et vous avez aussi des gens comme Lisa qui parlent plus sur l'angle art contemporain, collection d'art, et plus art contemporain qui a un angle un peu plus comment dire, curatrice et voilà, muséale, et elle va raconter un petit peu son parcours de médiatrice. C'est une médiatrice, je crois, à la base, autour de l'art. Voilà, donc allez voir tous ces comptes-là, ils sont super, super intéressants. Voilà, merci. Merci Arthur. Alors on va enchaîner, parce que là on a vraiment pris beaucoup de retard, avec Yann. Toi, est-ce que dans ton projet participatif Dispatchwork, tu utilises justement Instagram comme un relais ou pas du tout? Merci beaucoup pour cette question, et je vais la répondre un petit peu plus tard. Est-ce que je peux avoir la télécommande, s'il vous plaît? La structure va être 5 minutes remerciements, 5 minutes introduction, 10 minutes sur le projet Dispatchwork et 10 minutes en plus sur un autre projet que je voulais vous montrer, donc mes 15 minutes. Voilà, la réparation des villes par le R ou la modélisation du projet. En fait, juste pour les remerciements, merci, je suis très heureux d'être ici. C'est mon format préféré, la conférence. Merci aussi de prendre le temps de m'écouter. Je suis français, je suis allemand. Là, j'habite au Chili avec ma femme chilienne, mon enfant chilien.
C'est très fort ce truc, non? Vous montez c'est un petit peu fort, non? Ouais, ça s'entend trop. Ouais. Du coup, j'ai étudié l'art académique à l'Université d'art de Berlin, Weissensee. J'ai aussi étudié la réparation de patrimoine, conservation du patrimoine à Bamberg, une petite ville en Allemagne qui ressemble un petit peu à Rouen en termes d'architecture. Donc après, j'ai changé pour étudier l'art contemporain à Berlin et maintenant je suis artiste cinétique, enseignant à l'université Rapid Prototyping ou comme on dit en français Rapid Prototyping. Non. Et, aussi dans le street art, mais je ne me vois pas du tout comme un artiste de rue. Street art, moi j'aime l'art urbain, l'art en général. Et si ça se passe dans une galerie, tant mieux. Si ça se passe dans un musée ou si ça se passe dans la rue, c'est un peu près. J'ai pas une préférence. Par contre, j'aime bien d'être sorti du White Cube, qu'on en a déjà parlé un petit peu, car tout le monde s'attend déjà de l'art et c'est un petit peu genre c'est assez vieux. Les médias sociaux, j'utilise de temps en temps, mais en fait, il y a aussi un problème avec les réseaux sociaux, par exemple le Facebook, comme on a entendu déjà, qui donne une voix à tout le monde, mais en même temps, il n'y a pas un filtre non plus. Par exemple, tu vas jamais dire quelque chose à quelqu'un si tu le vois dans ses yeux, mais par contre, à Facebook, tu as faim, tu as trop bu, tu écris ton truc, tu te casses et tu as un truc qui influence plein de gens. Donc moi j'aime bien la rencontre dans la rue. J'utilise un petit peu toutes les méthodes différentes, le site web, le Instagram. J'ai 3 comptes Facebook, 3 comptes Instagram, 3 sites web, tous les WhatsApp, Signal, Telegram, tout ce qu'on veut. Et TikTok, non, parce que je pensais que j'attendais un petit peu si ça, si ça vient ou pas maintenant avec les États-Unis qui l'empêchent un petit peu. Donc, premièrement, je voulais parler du projet Dispatchwork. C'est un projet né en Italie en 2007. C'est une référence à l'architecture italienne. Du coup, il y avait les murs des Romains qui ont été dans un petit village à Bocchignano. C'est un des petits villages sur les montagnes dans le nord du Rhum. Et voilà, les murs fondatrices romaines. Puis, parce qu'il y a quand même 200 personnes qui habitent dans le village encore. Après, on repart avec les briques un petit peu plus modernes des années 80. Après, on met des briques rouges, des briques de béton aéré dessus. Et en fait, ce qui est important là, c'est pas que ça soit unique, que ça soit genre une façade solide, homogène, mais que la maison elle tient, qu'elle tienne et qu'elle tienne la chaleur et qu'on peut y vivre. Et moi j'aime bien, c'est ça un petit peu ce que cherche un Allemand qui va en Italie. C'est un petit village comme ça, pas uniforme, pas homogène, mais avec une culture riche, des murs qui portent de l'histoire. Et voilà, on était invités dans un petit groupe, pas un groupe d'artistes, mais un groupe de personnes pour inventer des projets en situ. Et mon idée, c'était en fait d'amener le nouveau matériel, de faire une référence à la manière d'architecture dans ces petits villages et aussi d'amener une petite partie de moi, parce que moi j'aime bien le graffiti, moi j'aime bien la rébellion contre tous les arts, les façons de faire art traditionnel. Moi je crois que l'art sert à quelque chose de plus grand que la décoration, ce qui est aussi de l'art. Par contre, le mot déjà, l'art, j'ai un problème avec parce que ça encompasse autant de manières possibles de travailler. Donc,
Voilà, ce mur, ce que vous voyez maintenant, c'est un mur qu'on a réparé donc, à Créteil pour le Grand Paris Express avec le 104. Je travaille donc, juste pour terminer les 5 minutes d'introduction, je travaille avec des institutions régionaux, des écoles, des institutions internationaux et un peu tout ce qui vient. Là, au Chili, on est en train de travailler avec des pré-pandémiques, avec des data scientists, des scientifiques de data qui travaillent avec l'intelligence artificielle pour essayer de quantifier l'impact de l'art dans l'espace public à travers de différents moyens. Et ça, c'était un projet qu'on a fait à Créteil. Donc, vous voyez, donc, on travaille ensemble pour faire des réparations du mur. Ce mur, je ne sais pas si vous le voyez, il a été construit par moi, et donc c'est pas vraiment un vrai mur. Donc, dans tous les photos que vous pouvez voir de ce projet, il y a aussi des murs que j'ai construits dans l'espace public. Donc c'est vraiment, ça va dans plusieurs directions. Ici, vous voyez un mur à Berlin que j'ai mis dans la présentation, parce que il ressemble un petit peu au mur ici, au Palais de Justice. Et certainement, vous savez de quel mur je parle et quel mur je vais intervenir, parce que ça s'est déjà un petit peu propagé dans les réseaux sociaux et aussi dans d'autres médias. Ce mur, il est à Kupfergraben, à Berlin. C'est l'université dans le centre où, à la fin de la guerre, quand la guerre est venue en Allemagne, à Berlin, le mur il a été complètement détruit. Enfin, pas complètement détruit, mais comme ici au Palais de Justice, plus ou moins. Et ils ont aussi décidé de ne pas le réparer de manière... Il y a aussi des super manières de réparer des murs comme ça, comme par exemple à Belgrade ou au Kosovo, où ils ont mis de la résine rouge dans des trous de balles pour montrer qu'il y avait un impact, mais pour le restaurer. Et là, on a aussi décidé de ne pas le restaurer. Et en fait, ce qui s'est arrivé, moi, donc, j'ai commencé le projet en Italie. C'est une référence d'architecture. Puis, le projet est venu à Berlin, où ça s'est transformé plutôt dans ce mur, spécialement dans ce mur, dans une action collective où tout le monde pouvait participer. La même chose à Amsterdam, un petit peu plus tard. On est passé dans le centre-ville où il y a plein de bâtiments de patrimoine mondial où on est intervenu avec ce nouveau matériel contemporain parce que le plastique, sans doute, c'est le matériel qui définit un petit peu notre temps, notre époque. Là, en fait, c'était un petit peu un accident parce que moi, je réparais le mur et c'est un point très touristique. Et du coup, il y avait plein de gens qui venaient demander qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous faites là, parce que ça attirait plein d'attention. Et à un certain point, j'ai arrêté d'expliquer, j'ai juste donné des pièces de Lego aux gens qui passaient et ils ont commencé à me joindre. Donc là, ce monsieur qui faisait le tourisme, il a pris quelques pièces, il a réparé le mur qui a été détruit par le bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Et je vais faire 3 références un petit peu judéo-chrétiens. Par contre, c'est pas du tout la manière que je travaille. Mais en fait, là, ce que je me suis rendu compte, c'est en Israël, je ne sais pas si vous étiez déjà au mur de lamentation, mais en fait, il y a ce mur, ce vieux mur, et plein de petits bouts de papier colorés dans les cracks, où les gens mettent leurs vœux, écrivent leurs vœux dessus et l'accrochent là pour que Dieu les lise ou comme ça. Et sur l'autre côté, je ne sais pas si vous êtes allé dans un cimetière juif, il y a aussi la manière de déposer des petits cailloux sur les tombes. Tandis que dans des cimetières chrétiennes, c'est plutôt tout arrangé, tout bien fait. Donc pour moi, ça a évoqué un petit peu ces images.
tout un groupe d'une cinquantaine de personnes pendant quelques heures qui est venu sur ce mur interagir avec le mur, de le toucher et non seulement de passer, peut-être regarder un petit peu, mais aussi si on ne sait pas, peut-être on passe comme ça, on va même pas le voir parce que sur l'autre côté il y a il y a l'île de musée, et il y a des super bâtiments et tout ça. Donc là, il y avait des gens dedans, ils ont mis leurs petits bouts de plastique colorés qui ont duré après peut-être 2 jours ou 3 jours. Et ils ont parlé, ils étaient là pendant 10 minutes, et non seulement pour 9 secondes d'attention, à réparer ce truc. Donc voilà, c'était assez sympa. Ça, c'était en Danemark, où j'étais invité pour un autre projet, et là, c'était strictement, on fait de l'art dans l'espace public. Les murs, c'était pas important. Ce qui était le mur, si c'était un mur avec de l'histoire ou non, c'était vraiment juste, on se met ensemble dans l'espace public et non seulement devant l'écran pour faire un projet ensemble. Ça, c'est à Besançon, juste l'année dernière, au festival Bien Urbain. Sûrement vous l'avez entendu parler parce qu'il est très connu. Et voilà un vieux mur. Personne n'a pu me dire quand est-ce qu'il a été construit, même dans ce petit cadre au début et après. Bon, c'est un vieux mur de la ville et plein de familles qui sont venues, on a passé un super moment ensemble et c'était intéressant. Après, pour montrer un petit peu plus l'aspect global, ça c'est à Tripolis, au Liban, où on a aussi pris des Legos locaux. En fait, d'où viennent les Legos ou les briques en construction? Maintenant, je suis trop bon, je vais vous raconter ça un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est que je source les briques de construction locales. Donc moi, je travaille avec aucune entreprise. Il y a plein d'entreprises différentes et je source les briques locales. Donc ça veut dire qu'on lance une collecte. Pour ce festival ici, on a aussi lancé une collecte. J'utilise que des briques à l'occasion. J'ai un fournisseur. Si on n'arrive pas à sourcer local, j'amène un petit peu, mais toujours en occasion, parce que je trouve qu'il y a déjà assez de plastique dans les mers et il y a aussi assez de plastique dans les villes en termes des trucs maintenant avec les masques, les poubelles, les ordures qui sont par terre. Et en plus que parfois il y a des gens qui touchent, que ça va tomber parce que c'est pas collé, c'est ni collé ni fixé avec un autre moyen, juste avec la pression entre les pièces de plastique. Et je sais qu'ici on utilise souvent juste le mot Lego, mais j'utilise vraiment tous les briques de plastique que je peux trouver. Donc ça c'est au Liban et ça c'est à Sofia. Et à Sofia on est sorti dans les petits alentours de la ville. Je ne sais pas si vous étiez déjà à Sofia, en Bulgarie. En fait, c'est vachement beau. Il y a un patrimoine incroyable. Et quand j'étais à New York, j'ai fait le projet à Manhattan et j'ai reçu un email. Ça, c'est en 2010. J'ai reçu un email. Quand est-ce que vous venez à Brooklyn? Quand est-ce que vous venez dans les quartiers un petit peu plus populaires? Et c'est vrai qu'en fait, le street art, l'art public, on cherche toujours genre des monuments, des bâtiments incroyables pour un joli background, de faire une jolie photo, tout le monde reconnaît. C'est le même que selfie devant la Joconde, comme on a vu, on le fait pour montrer qu'on était quelque part et tout le monde peut reconnaître. Voilà, ça c'était donc, moi j'étais déjà dans l'avion de New York à Berlin. Et je me suis rendu compte, c'est vrai qu'en fait, à Manhattan, il y a plein d'endroits
qui aurait pu être plus intéressant à Brooklyn qu'à Manhattan, où c'est déjà saturé avec de l'art de rue. Donc là, voilà, on est allé dans une banlieue de Sofia où soudainement il y avait plein d'enfants qui nous ont rejoints et d'adultes aussi. Voilà, après j'ai commencé à collectionner tout ça sur mon site web, très old school, c'était tout à fait avant Instagram et aussi avant Facebook. J'ai commencé à collectionner un site, premièrement pour mes propres voyages et mes propres interventions, mais aussi vous voyez à gauche en bas, il y a le petit marqueur bleu avec le plus. Ça invite maintenant à tout le monde d'appuyer ce marqueur. C'est aussi mobile friendly si vous voulez le voir maintenant. En fait, ce qui arrive, si vous appuyez le marqueur, vous pouvez introduire votre email, votre endroit, et puis télécharger votre propre photo. Donc la plupart des marqueurs que vous voyez sur ce site maintenant ne sont pas des endroits où j'étais personnellement, mais d'autres personnes qui ont participé au projet. C'est très démocratique. Il n'y a pas encore un algorithme qui va choisir ce qui est du spam et ce qui est une vraie photo, une vraie réparation en briques de construction. Mais je reçois un email et je vais vérifier si c'est quelque chose qui va sur le site ou non. Mais un jour, ça va être très automatisé. La deuxième référence judéo-chrétienne, donc vous voyez qu'il y a dans tout le projet, il y a l'échelle globale, mondiale, et ça me montre en fait, moi, entre le monde, ma mère est donc de France, mais de Tunisie, mon père est allemand. Dans ma famille et dans la famille de ma femme, on est un petit peu dispersés partout dans le monde. Et c'était toujours un motif dans ma vie de trouver un petit peu des objets qu'on peut reconnaître dans toutes les cultures différentes. Donc, par exemple, au début, vous avez vu les confettis dans les toiles d'araignée. C'était d'ailleurs dans un festival à Civita Campomarano, dont on avait déjà parlé, dont Elodie a parlé quand elle a montré Bianco Choc. Et les confettis, ça se comprend, c'est un objet qui se comprend dans tout le monde, ainsi que aussi les bulles de savon. J'ai une œuvre avec des bulles de savon, ou quelques œuvres en fait. Les dés pour jouer, et voilà les pièces de construction de plastique. Et spécialement dans cette œuvre, l'idée c'est de retrouver un petit peu qu'il y a une culture humaine, que c'est pas juste le mur, les passants, la ville où se passe le projet, mais en fait une culture globale qui existe, même si c'est juste ponctuellement, parce que on peut-être pas la même langue à cause de la construction de la tour de Babel, comme on sait tout. Mais maintenant, avec nos nouveaux moyens de communication et de voyage et de technologie, peut-être on peut réessayer de construire une tour de Babel ensemble. C'était un petit peu ça l'idée avec cette image. Et puis, je voulais juste vous montrer encore, donc ça c'est la mondialisation du projet, c'est pratiqué comme ça à travers des objets qu'on connaisse partout. Moi j'ai toujours eu l'idée que j'aimerais bien travailler si mainstream que j'aurais des possibilités de voyager en Chine avec des projets parce qu'ils comprennent le travail, ou en Amérique du Sud, ou en Afrique, juste que mon œuvre soit in situ, mais en même temps mondiale. Donc vraiment de minimaliser les aspects du matériel, mais de trouver un langage qui est lisible dans tous les pays différents. Donc voilà,
ça c'est un projet que j'ai lancé l'année dernière. Non, cette année en fait. Et le temps passe si vite. Au Chili, ça c'est notre appartement. La petite histoire derrière, c'est qu'au Chili, il y a beaucoup de graffiti. Moi, j'aime beaucoup le graffiti, comme par exemple, comme allemand. Nous, on a comme idole la rose blanche, Weiße Rose, avec les Geschwister Scholl, les frères Scholl, les frères et sœurs Scholl, qui ont été mis en camp de concentration par les nazis. Parce qu'il avait distribué des feuilles dans l'université où il avait écrit les nazis sont mauvais, Hitler doit partir, un truc comme ça. Donc ils ont été attrapés et ils l'ont mis en camp de concentration où après ils sont morts. Et je me suis posé la question donc pourquoi est-ce que s'ils sont nos héros, pourquoi à l'école on ne nous apprend pas comment rebeller contre une dictature fasciste, par exemple. Pourquoi on ne nous apprend pas comment faire le graffiti dans la nuit? Parce que c'est une des manières les plus directes avec lesquelles on peut propager un message analogue. Ou de faire des pancartes, des affiches à l'arrache avec des pochoirs, trucs comme ça. On nous a jamais appris. Donc, moi, j'aime bien attaquer les jeunes, parce que je trouve aussi que les vieux, nous, on a nos avis, on va pas trop changer nos avis. De temps en temps, oui, mais les enfants, ils sont très ouverts. D'ailleurs, quand on a travaillé avec les enfants de l'école hier, les petits, il y avait la plupart ne savaient pas de quoi il s'agissait de ce mur dont on parle au palais de justice. Donc hier, c'était vraiment le matin, moi j'ai expliqué, c'est la première fois à Rouen, moi j'ai expliqué à vos enfants que ce mur, il était détruit par les nazis, par les Allemands, mais même pas, en fait, aussi par les Français et aussi par les Canadiens. Et eux, ils savaient un petit peu que c'était peut-être la Grande Guerre, mais pas vraiment d'où ça venait. Donc je trouve ça assez bizarre qu'en même temps, il y a cette histoire et on est très au courant qu'on doit faire des trucs contre, mais on n'apprend pas comment rebeller un petit peu contre les structures qui puissent se mettre en place. Voilà, ma femme, moi et mon petit-fils de 3 ans à ce point-là, et notre bâtiment. Nous, on habite dans ces fenêtres-là, en bas, la garage, et la petite histoire derrière ça, c'est donc mes dernières 10 minutes, c'est... Désolé. Non, 7 minutes, 3 minutes. Au Chili, il y a plein de graffitis et tous les graffitis sont politiques. Moi, le graffiti qui arrive souvent ici en Europe maintenant, pour moi, c'est un graffiti très abstrait. Ça veut dire, il y a un message. Le message, c'est je prends l'espace, je paye mon argent. Si je me fais attraper, je vais en prison, je vais payer l'amende. Mais c'est tout. C'est tout le message. Après, il y a peut-être le message je casse une porte et je m'en fous s'il y a la police qui m'attend. J'y vais et je prends mon espace parce que sinon, personne ne va m'entendre. J'ai pas l'argent pour me mettre pour faire une publicité avec mon message, ni j'ai le pouvoir pour qu'on m'imprime des panneaux ou des cartes postales ou n'importe quoi. Donc, voilà, l'idée c'est au Chili, il y a plein de graffitis politiques. Donc, on voit presque pas des tags, on voit presque pas des wild style ou bubble style ou n'importe comment on veut l'appeler, mais il y a vraiment une grande conversation à travers des murs. J'ai pas ajouté des photos, mais j'aimerais bien vous montrer. Il y a aussi sur mon Instagram un petit peu de références. Ce qui est intéressant aussi, c'est que avant la pandémie, il y avait tous les jours des démonstrations pour le référendum de la nouvelle constitution. Ce que j'écris là, c'est approval. C'est
j'approuve. Moi, en ce moment-là, ça peut être j'approuve le graffiti sur les murs, mais aussi il y a des messages partout. J'approuve le changement de de la vieille constitution qui a été mise en place par Pinochet. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait tous les jours, c'est un petit peu comme les Gilets jaunes, mais il y a des similarités parce que c'est un mouvement populaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas le prix d'essence qui a augmenté, mais le prix du métro à Santiago, parce qu'il est public, dans la main publique. Et les étudiants ont commencé à révolter contre l'augmentation du prix. Et puis, il y avait eu la répression politique. Et puis, il y avait eu un mouvement populaire qui a pris toutes les villes, beaucoup de villes au Chili. Et aussi, beaucoup de manifestations, après, ça a repris beaucoup de sens différents. Par exemple, l'avortement légal. Parce que pour l'instant, ce n'est pas légal d'avorter une grossesse. Ou pour la santé, qui a été socialiste, ou plutôt social-démocrate quand était au pouvoir Allende, mais après avec la dictature inspirée par les États-Unis ou mis en place par les États-Unis à travers de Pinochet, ils ont tout fait néolibéraliste. Il y avait la santé ou l'éducation qui maintenant est tout privé et tout ça. Donc l'idée là, c'était de recréer des graffitis parce que pendant les démonstrations, les gens sortaient donc tous les jours des grandes démonstrations dans toutes les villes de Chili et ils faisaient du graffiti pendant la journée. Genre c'était vraiment, il y avait la masse, la foule. Il y avait partout il y a deux ou trois personnes qui sortaient de la foule et faisaient des graffitis sur des banques, sur tout ce qu'on peut imaginer, sauf notre maison. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans une petite ruelle. Mais vraiment, sur toutes les villes, centre-ville, il y a des graffitis. Et puis, venait la pandémie et il n'y avait plus les grandes manifestations du tout. Il n'y avait plus de manifestations. Et il y avait un couvre-feu de 10h du soir jusqu'à 6h du matin. Donc aussi, ce temps-là qu'on utilise logiquement pour le graffiti a aussi été prise. Et en plus, ils ont commencé à repeindre tous les murs. Donc, peu à peu, le progrès, je l'appelle progrès, dans cette communication a été arraché des mains. Donc, j'ai proposé à tous mes copains de venir et de faire du graffiti sur notre mur pour archiver les graffitis qui ont été effacés sur les façades de la ville. Et enfin, voilà, on est arrivé à ce point-là où il y a plein de messages que j'ai donc invité à faire ce qu'ils voulaient, à écrire ce qu'ils voulaient. Donc il y a quelque chose sur l'éducation, après sur la pension sociale et plein de petits messages. Et pourquoi est-ce que je raconte de ce projet? Parce qu'en fait, le projet, j'imagine que ça pourrait se faire aussi que ça mondialise un petit peu, parce que le graffiti, c'est mondial, et aussi, il y a des problèmes partout. Et il y a le besoin aussi d'apprendre aux gens de faire le graffiti, d'après que je trouve que c'est une excellente méthode pour la communication en espace public. Ça, c'est en Italie. De nouveau, le Civita Campomarano, et aussi les deux filles ici sont aussi de Civita Campomarano. C'est donc le petit village où il y a ce Civita Street Fest, où il y a Bianco Choc qui a exposé aussi ses œuvres. Et j'ai invité à tout le monde à écrire sur un petit bâtiment tout ce qu'ils voulaient. Donc voilà, ça c'est le prochain projet pour, si vous êtes d'accord, pour peut-être l'année prochaine ou dans 4 ans à Rouen. Il va y avoir un mur. L'idée c'est que c'est un mur centralisé, légal, mais pour écrire tout ce qu'on a sur le cœur.
genre de nouveau un mur de lamentation ou un mur d'échange. Et je crois que c'est vraiment la dernière image là. Ouais, c'est ça. Merci Yann. Est-ce que vous voulez intervenir sur les 3 sujets que nous avons pu évoquer ou les 3 projets, ou on fait un temps d'échange ou on n'a plus le temps? En fait, c'est à vous de me dire. D'accord. Mais, tu n'as pas vraiment répondu donc à la question. Est-ce que pour ton projet participatif et mondialisé, tu as recours justement à Instagram pour leur médiatisation et pour inciter des éventuels participants à y prendre part? Oui, j'ai 2 problèmes avec Instagram. Le premier problème, c'est très personnel. En fait, moi, je suis trop dans la réaction avec des gens. Dans l'espace public, par exemple, j'adore, mais sur les réseaux sociaux, c'est trop énervant. Après, tu as 60 likes là, après, tu as 150 likes là, ou 2000 likes là, et pour moi, ça, c'est un problème. Et de l'autre côté aussi, c'est le même problème avec les likes, parce que comme si tu as un compte de professionnel, il y a le problème que il te limite déjà le outreach à 10%. Donc, tu postes un truc, tu as 20 000, par exemple, j'ai 20 000 followers, et au début, 10% vont voir mon post. Et si ces 10% réagissent bien, ça va être montré à plusieurs personnes après. Mais sinon, il faut que je paye pour que plusieurs gens vont voir cette image. Et là, je me pose la question, ce que c'est en fait, c'est le système capitaliste états-unien qui a pris charge de cette idée démocratique à la base. Parce que je trouve absolument que c'est une bonne idée, mais avec le système Instagram, je ne suis pas tout à fait sûr. Il y a des comptes de 300 000 followers qui ont le truc bleu là, le petit crochet bleu. Sponsorisé. Enfin, Non, ils ont ouais. payé. C'est professionnel, c'est des comptes professionnels. Ouais, aussi, c'est des comptes reconnus par Instagram, que c'est des trucs officiels et tout ça, mais 400 000 followers avec des posts et avec 50 likes par post. Et tous ces chiffres moi, je suis convaincu que la plupart de ces chiffres ne veulent rien dire. Les likes ni les followers, ça peut s'acheter dans les... Ouais. Ça s'achète, ouais. Clairement. Qu'est-ce que ça Oui, qu'est-ce que ça t'évoque justement, la réflexion de Yann et sa position par rapport à cette tyrannie du like? Alors oui, c'est sûr. Pour tout le monde, c'est assez insupportable. On est tout le temps à la merci, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui. On est à la merci de l'algo d'Instagram, des changements. En plus, il y en a tout le temps, des évolutions. En plus, on est sur une plateforme qui est pas la nôtre, donc on maîtrise pas l'évolution si jamais ils décident de faire des changements. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on décide de travailler dessus. Moi, typiquement, je réagis à ça en essayant d'avoir aussi d'autres supports sur lesquels je peux intervenir, d'avoir un site, etc. Mais oui, c'est une tyrannie à laquelle il faut avoir confiance. Il faut apprendre à la dompter. Ça peut se faire aussi, dompter tout ça. C'est ça qui est bien, en se tenant au courant, en essayant de tester constamment les choses. Voilà. Après, il faut l'accepter. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu n'as pas forcément évoqué, la relation que ça crée, une relation directe entre l'artiste et son public, quelque part, et est-ce qu'un artiste pourrait s'en passer aujourd'hui? Se passer d'Instagram ? Ou des réseaux sociaux, oui, d'Instagram, puisque c'est quand même... Franchement, c'est très dur. C'est vraiment, surtout dans le monde de l'art, là où tout se passe.
C'est là où vous acquérez de la visibilité, c'est là où même vous pouvez vendre, c'est là où même les galeries vont aller regarder, surtout quand vous êtes un jeune artiste, vont aller regarder quelle est votre communauté, est-ce que c'est aussi bidon que ça, mais est-ce que vos photos d'œuvres sont beaucoup likées, et parfois ça peut, pour les jeunes, contribuer à faire en sorte qu'ils entrent ou non en galerie. Donc il y en a un ou deux qui sont réfractaires à ça. Il y a Blue, on parlait tout à l'heure. Lui, il a un compte, hein, mais Il y a un compte quand même. il a un compte quand même, mais bon, il poste quasiment pas, et surtout, il est réfractaire un peu à tout, donc voilà. Donc il essaye. Le problème, c'est que du coup, Blue, on entend peu parler, alors que malgré tout, il a un message qui est intéressant, et voilà, c'est vraiment fort ce qu'il fait. Mais il y en a d'autres qui s'en passent. Par exemple, il y a Tilt, qui est un grand graffeur français. Bon, il a réactivé récemment son compte Instagram. Il s'en passait jusque-là plutôt bien, mais bon, c'est pas impossible. Yann. Maintenant, oui. Surtout les street art et les plus jeunes utilisent C'est souvent générationnel. ça par rapport et non des sites web ou des galeries même. C'est un petit peu aussi l'idée de se détacher des galeries. Mais dans l'art, dans le monde d'art, je crois que en fait les très grands artistes, ils n'ont pas nécessairement un compte Instagram. Et d'ailleurs aussi beaucoup d'autres artistes que je connais qui n'ont pas du tout envie de se soumettre ni à donner toutes ces infos et aussi l'utilisation des images, parce que le droit d'auteur avec Instagram, c'est pas résolu non plus. Donc si tu travailles avec de la vidéo et tu commences à poster tes vidéos ou tes photos d'ailleurs comme photographe en ligne, je crois que tu donnes tous tes droits d'auteur à Instagram aussi. Non. Enfin, c'est-à-dire. Tu as lu les termes de Non, conditions, mais par exemple, on va dire n'importe qui poste, je prends une photo, je la poste sur Instagram, on ne va pas me demander droit d'auteur. Ça c'est acté, ça a été reconnu. C'est de ça dont tu parles? Le fait que tout le monde, n'importe qui. Non, pas tout le monde, poster, mais Instagram et Facebook, non, la compagnie. Pas tout le monde peut utiliser tes photos, ni Mais par contre, oui, par la contre, si, parce qu'en fait, moi, je travaille avec une boîte de droits d'auteur en Allemagne, et s'il y a des gens sur des blogs et des sites web reposent mes photos, je peux prendre une tantième de copie pour chaque photo, chaque site web. Mais non sur les réseaux sociaux. Donc, si on partage mes photos sur des réseaux sociaux, oui, non, ça, je ne peux pas rémunérer, mais sur des sites web, oui. Donc là, déjà, c'est un petit problème. Ça serait compliqué après de devoir gérer les droits d'auteur sur les réseaux sociaux, vu qu'on est très nombreux à poster des photos d'œuvres dont on n'est pas l'auteur. Mais c'est un média, mais c'est pas un média au sens d'un site ou d'une publication. Non ? Oui. Bon. C'est un autre débat. Juste, j'ai une petite question que je voulais te poser aussi, Arthur, sur la remise en cause de certains intermédiaires que les réseaux sociaux induisent, et notamment le rôle des galeristes qui est un peu bousculé. Ouais, il est bousculé parce que déjà, il y a une désintermédiation nécessaire du fait que les artistes peuvent, comme je disais tout à l'heure, avoir un contact beaucoup plus direct avec leur public. Donc là, déjà, nécessairement, ça vient poser des questions. Puis il y a aussi le fait que certaines galeries soit ne veulent pas, soit ont du mal à passer et à se mettre sur ces canaux-là et à savoir comment les exploiter. Après, ceux qui font le pas et qui du coup trouvent des solutions intelligentes pour réinventer un petit peu leur travail en digital, ils le font de façon extrêmement habile, et ça leur permet souvent de continuer même à développer encore mieux qu'avant leur business. Et c'est aussi un vecteur de rétention d'ailleurs des artistes. Voilà. Enfin, je veux dire, les artistes, à part certains, grosso modo, ça les saoule de devoir, en plus de leur travail, faire de la communication sur Instagram, d'apprendre, enfin voilà. Donc s'ils peuvent s'en passer, souvent ils sont contents. Donc voilà, donc clairement,
Ouais. Et Clémence, en termes de médiation dans l'espace public, est-ce qu'il n'y a pas une trop forte tentation d'en faire un outil justement de médiation socio-culturelle, la mise en place de parcours? La difficulté, en fait, de mettre en place un parcours, c'est simplement qu'on perd en spontanéité. Or, il y a certains artistes qui veulent garder nécessairement cette spontanéité et ne pas fournir de mode d'emploi. Donc, si c'est dans le cadre d'un parcours codifié et comme là avec Roi Impressionné, et que les artistes sont d'accord sur le principe, je ne vois pas finalement où serait le problème. Si c'est offrir de la médiation pour offrir de la médiation à tout prix, quitte à déposséder les artistes de leurs propos ou de leur absence de propos, ou enfin de leur intention de départ, là pour le coup, oui, ça pose davantage questions et ça pose plus de problèmes. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors non, c'est mon micro, je ne peux pas vous le donner. J'ai adoré la tyrannie du like. Je trouve que c'est une expression absolument extraordinaire, mais il me semble que c'est la maladie infantile de la création artistique, de la monstration, qu'il me semble que tous les artistes, passent-ils ou non par Instagram, ont la tyrannie, artistes du spectacle vivant ou voilà, créateurs, ont la tyrannie du like, et que peut-être que c'est démultiplié par Instagram et que peut-être que effectivement ça respecte pas les droits d'auteur, etc. Mais ça me semble pas être très différent de ce que peut vivre un artiste. Enfin, en tout cas, je le vois comme une douce tyrannie. Je vous entendais en parler avec un peu de souffrance. Alors moi, je me disais c'est une douce tyrannie. Je suis d'accord sur le fait que quand on est artiste, on a envie forcément que son travail soit reconnu. Mais en fait, le problème, malgré tout, la tyrannie du like, c'est qu'elle vient distordre un peu la pratique pour venir répondre à des exigences qui sont les exigences de cette plateforme, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les exigences de l'art pour l'art en général. Donc du coup, voilà, les artistes vont avoir tendance à en parler, de chercher des lieux, des angles de vue, des trucs pour justement venir répondre, où je parlais tout à l'heure des artistes qui vont faire du figuratif par rapport à l'abstrait, c'est plus dur. Enfin, voilà, ça vient remettre en question. Voilà, c'est une tyrannie qui vient, qui a ses propres règles, qui ne sont pas forcément celles de l'art, et qui du coup permettent pas forcément aux artistes de s'exprimer pleinement dans leur pratique, alors qu'ils l'aimeraient. Voilà. Merci. Merci à vous trois. On se retrouve tout à l'heure.